Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse et expertise et vos rubriques habituelles bien entendu. Au programme aujourd'hui dans Bien dans son job, on parle de la diversité. On en parle beaucoup de cette diversité, mais où en sont exactement les entreprises? On en parle avec notre invité dans quelques instants. Le livre de Smart Job, les 7 leviers pour renforcer votre pouvoir d'attraction, c'est sorti chez Erol. Comment séduire vos candidats et surtout fidéliser vos collaborateurs? C'est un sujet qui est dans l'actualité. Et puis dans le cercle RH, avec les experts de Smart Job. Au programme cette semaine, les bons chiffres du chômage, mais une baisse de la productivité, on essaiera d'en savoir plus. Un statut pour les indépendants, c'est un projet de loi. Et puis on parlera de la marque employeur de la fonction publique. Et oui, on fera le point avec nos invités sur ces 3 thèmes. Et puis enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, les surdiplômés négligent-ils la carte des soft skills? C'est Amélie Favreguité qui nous expliquera tout sur ce sujet. Voilà le programme. Tout de suite, c'est Bien dans son job. Bien dans son job, et on va parler d'un sujet dont on a beaucoup parlé sur ce plateau, la diversité, mais où en sont exactement les entreprises sur ce sujet? On en parle avec Katia Damani. Bonjour Katia. Bonjour. Vous êtes responsable de l'engagement chez Coptalis. Alors Coptalis, c'est un des leaders européens dans le recrutement et la mobilité des talents internationaux. Et vous êtes là, vous avez joué le rôle d'une experte en quelque sorte, Katia, parce que vous avez un livre blanc qui est très intéressant. D'abord, une question liminaire. Pourquoi vouloir observer ces questions de diversité ? Alors, il faut avoir en tête que Coptalis, on est effectivement le recrutement de la mobilité internationale, on est sur le recrutement international et on est si French Tech 120 depuis maintenant 3 ans. On est présent dans 15 pays, donc pour nous, la diversité, elle est déjà au cœur de notre activité. On a voulu s'intéresser à ça puisque en étant au cœur des recrutements et aussi de la mobilité internationale, on est évidemment attentif à l'évolution du monde du travail. Et ça fait partie des grandes informations et des grands moments forts. Aujourd'hui, on est dans une phase où on se rend compte que la diversité est devenue une nécessité. Un mot quand même sur votre définition. C'est intéressant qu'on parte évidemment sur un diagnostic partagé. Quelle est votre définition de la diversité? C'est très vaste. Oh, c'est une drôle de une question assez difficile. Pour nous, la diversité, c'est réussir à mettre dans une même entreprise des personnes qui sont à la fois d'âge complètement différents, de nationalités différentes, de sexes différents, mais aussi qui peuvent présenter des handicaps. C'est pouvoir intégrer la totalité des personnes qui peuvent travailler aujourd'hui. Alors, on va regarder ensemble quelques chiffres, comme ça permettra d'avoir un aperçu de votre livre blanc. Katia, 44% des entreprises interrogées, à travers donc votre livre blanc, comptent plus de 10% de profils issus de la diversité parmi leurs collaborateurs. Sur ce chiffre, d'abord, une première réaction, qu'est-ce que vous en dites? On se dit peut mieux faire, mais c'est déjà mieux? Alors c'est mieux, c'est certainement mieux qu'avant, puisqu'on a quand même, on se rend compte qu'on est dans une phase où on a eu la chance, j'ai envie de dire, d'avoir des lois qui ont permis de mettre en place de la diversité aujourd'hui. Il y a aussi des lancements importants au niveau du gouvernement qui ont souhaité que la diversité soit de plus en plus importante dans les entreprises. Alors 10% c'est pas mal, mais je suis sûre que c'est certainement mieux de faire plus. Alors, Katia, 2 autres chiffres, on va les voir tout de suite. 48% des RH interrogés cherchent, disent-ils, à renforcer les valeurs de leur entreprise en recrutant des profils divers et minoritaires, parce que d'où ma question sur la définition de la diversité, parce que c'est aussi l'égalité homme-femme, mais c'est aussi les critères liés aux minorités. Et puis 75% des recruteurs estiment faire de leur mieux, disent-ils, pour adapter et ouvrir leur recrutement au public issu de la diversité étendue. Katia, permettez-moi de vous reposer la question. Vous voyez, on évolue quand même sur les mots, parce qu'on parle de diversité, puis dans l'étude, on parle de minoritaire, et puis ensuite, on a la diversité étendue. C'est quoi les mots qui se cachent derrière ces mots un peu barbares finalement? De qui on parle? Alors, on parle de personnes d'origine différente, on parle des personnes, des seniors, des personnes qui ont du mal à avoir accès aujourd'hui au travail. Si vous avez vu aussi l'étude de l'APEC, ils expliquent que 49% des personnes de plus de 55 ans, ils connaissent un chômage long. Donc, dans la diversité, on a
des personnes d'origine différente, on a des personnes d'âge au-delà de l'âge, j'ai envie de dire, de plus de 55 ans. On a les femmes, bien sûr, hommes, femmes, la diversité. Est-ce qu'on est en mesure de faire aujourd'hui en sorte qu'il y ait autant de femmes et d'hommes sur des postes clés? Et puis on a aussi la question de l'handicap. Combien de personnes handicapées ont accès à l'emploi aujourd'hui et un job qui les intéresse? Oui, ça c'est intéressant. Il y en a quand même 56%, puisque vous avez un focus sur les seniors, on vient de l'entendre, c'est un travail que vous menez chez Coptalis. Il y en a quand même 56%, là aussi peut mieux faire, qui déclarent, je parle d'entreprise évidemment, à avoir déjà intégré des candidats seniors. Ça c'est un élément positif, c'est encourageant ça. Ça veut dire qu'on est en train quand même depuis quelques mois, voire quelques années, de prendre conscience du rôle important de ces seniors. Oui, il y a une vraie dynamique qui se met en place. Alors évidemment, il y a des programmes qui sont mis en place pour pouvoir faire en sorte que les personnes de plus de 55 ans, les seniors, puissent avoir accès à des emplois qui soient déjà de ce qu'ils ont envie de faire, parce que souvent ils sont obligés doivent décider de changer leurs envies, de modifier leurs envies et de s'adapter aux envies des recruteurs. Mais là, on sent que le recrutement aujourd'hui, il est en train de changer. Les entreprises ont pris conscience que la diversité, c'est une innovation. Ça, c'est important. Une question d'ailleurs qui percute finalement la relation que vous avez avec vos clients. C'est un argument en ce moment qui est utilisé. J'aimerais que vous nous le développiez en quelques mots. Beaucoup disent que la diversité, c'est bon, non seulement évidemment pour les salariés qui intègrent l'entreprise, mais c'est bon pour le business, c'est bon pour l'économie de l'entreprise. Comment on fait ce lien? En quoi la diversité est un plus pour l'entreprise? Alors, il faut avoir en tête que la diversité, c'est aussi des personnes qui arrivent dans une entreprise et qui ont une motivation surdimensionnée. Moi, je vois, on a la chance de tenir auprès de Coptalis un programme qui s'appelle le Projet Mercure, qui intègre des réfugiés à l'emploi et qui a aussi une action de sensibilisation auprès des entreprises. On a souvent des préjugés, il y a des codes, des règles qui sont figées, il y a des présupposés, des stéréotypes qui font que les entreprises n'osent pas passer le pas, ne se rendent pas compte ô combien les personnes issues de minorités ont un talent très fort. Évidemment. Et surtout une motivation très forte. Évidemment. C'est un sujet intéressant que vous soulevez parce qu'on est à moins de 80 jours de l'élection présidentielle. Katia, quand vous dites l'entreprise hésite, on a reçu récemment un DRH d'une très grande entreprise, pour ne pas la citer, Ikea, qui nous parlait de ces réfugiés qu'ils intégraient dans des programmes. C'est un peu orthogonal avec ce qu'on entend finalement dans le bruit de fond médiatique, parce qu'après tout, ces réfugiés ont envie de travailler et les entreprises ont besoin de les recruter, non ? Il y a un vrai manque de talent et les personnes réfugiées ont de vrais talents. Nous, c'est le constat qu'on s'était fait dès le départ et ce que s'est fait surtout Olivier de Surmont et Gilles Lechamp, qui sont les deux cofondateurs de Coptalis. Pour eux, il était intéressant d'aller chercher effectivement des talents aux quatre coins du monde, mais on avait aussi conscience que sur notre territoire, on est des personnes réfugiés qui ont du talent, qui ont évidemment des freins à l'emploi qui sont la langue, qui sont les logements, qui sont la capacité à trouver un emploi. Et ça nous a posé une vraie... on a eu vraiment envie de partir sur ce sujet-là parce que ça nous semblait important de aussi s'intéresser à des personnes qui sont, pour le coup, ce qu'on appelle les invisibles aujourd'hui. Évidemment. Et qu'est-ce que vous leur dites à vos clients? Comment ça se passe? D'un point de vue purement juridique, c'est compliqué, hein? Alors, non, d'un point de vue juridique, c'est pas compliqué pour les personnes réfugiées parce que les personnes réfugiées ont exactement les mêmes droits que toute personne sur le territoire. Donc il n'y a pas de sujet il n'y a pas de problématique juridique pour l'embauche de personnes réfugiées. D'accord, donc en fait, ça c'est bien de vous entendre, Katia, parce que, encore une fois, dans le mainstream médiatique, on a vraiment l'impression qu'il y a deux mondes. Il y a ceux qui peuvent accéder à l'emploi, puis les réfugiés qui doivent attendre que se règlent leurs difficultés, je dirais, administratives. Non, ils peuvent accéder dès lors qu'ils sont même en attente de droits, on est d'accord. Dès lors qu'ils ont le statut de réfugié, ils peuvent accéder à tout emploi. Dès qu'on a le statut, non mais je précise bien parce qu'il y a tous ceux qui sont en attente et ceux-là ne peuvent pas avoir accès à l'emploi. Alors, évidemment, il faut qu'ils aient leur papier parce que ça pose toujours un problème auprès des entreprises de ne pas avoir le sésame, j'ai envie de dire, des documents pour pouvoir d'avoir le statut de réfugié. Alors, il y a un document intermédiaire qui est effectivement une attestation comme quoi ils sont réfugiés et on attend effectivement le document officiel par la suite. Donc, à partir du moment où ils ont une attestation comme quoi ils sont bien réfugiés, la question de l'emploi ne se pose pas.
ils ont les mêmes droits que toute personne sur le territoire français. Eh bien, c'est bien de l'entendre. Merci de nous avoir éclairé sur votre action. Vous êtes en charge de l'engagement, Katia Damani, au sein de cette entreprise leader européen, Coptalis, en matière de recrutement et de mobilité de talents internationaux. Puis ce livre blanc, si vous avez envie d'en savoir plus, est bien plus vaste que les chiffres qu'on a sélectionnés, bien plus dense, à découvrir sur votre site, j'imagine, Coptalis. Merci Katia. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci bien. Place à notre livre, notre rubrique livre hebdomadaire, le livre de Smart Job, et on parle fidélisation et marque employeur. Tiens. Le livre de Smart Job, notre rubrique hebdomadaire, un livre, des auteurs, un auteur. On parle aujourd'hui de ce livre, Entreprise, 7 leviers pour renforcer votre pouvoir d'attraction. Comment séduire vos candidats, fidéliser vos collaborateurs et développer votre business. C'est tout un programme qui est au cœur de l'actualité. Avec moi, l'une des co-autrices, Florence Marty. Merci d'être avec nous. Florence, je donne le nom de ces 3 drôles de dames qui ont écrit ce livre, pour reprendre le nom de cette série. Christelle Defoucauld, vous-même et Laurence Tétrel. Vous êtes, dirigeante d'Ancarel et co-auteur donc de ce livre. Ce qui est intéressant, c'est que vous traitez d'un sujet dont on parle beaucoup, beaucoup, et vous faites des propositions finalement assez déroutantes et innovantes. C'est un peu ça l'esprit du livre, parce que la thématique, on la connaît. La marque employeur, c'est vieux comme l'histoire de l'entreprise. Fidéliser aussi. Qu'est-ce que vous apportez de plus dans ce livre ? Alors effectivement, vous faites bien de le dire, merci évidemment pour votre invitation, vous faites bien de le dire, la marque employeur c'est un concept qui est ancien. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive à une limite dans les entreprises en termes d'attraction et en termes de fidélisation. C'est clair. On a des cycles de vie dans l'entreprise qui se sont considérablement raccourcis, les gens partent. En fait, on ne passe plus, même pas forcément 5 ans dans les entreprises. Après 4-5 ans, on commence à se poser la question. C'est pas la grande démission, c'est pas le phénomène de grand. C'est un peu, non ? C'est pas. Alors évidemment, ça a amplifié le phénomène parce que les gens sont en quête de sens, notamment dans leur activité, dans leur quotidien, dans leur travail. Donc bien sûr, le phénomène a été amplifié, mais il était déjà présent depuis quelques années. Donc ça, c'est un phénomène lourd, difficile à gérer pour l'entreprise. Tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que historiquement, les salariés entraient dans les entreprises et puis faisaient leur carrière, en fait. Et puis attendaient finalement les opportunités. Il y avait une patience de la part des collaborateurs qu'on n'a plus aujourd'hui. Aujourd'hui, les salariés, peut-être du fait du chômage, je le pense, du fait que les entreprises aujourd'hui ne peuvent plus faire cette promesse de carrière sur 15 ans, 20 ans ou même sur toute la vie professionnelle. C'est le monde de l'incertitude. Il y a un monde de l'incertitude et l'idée que chacun peut prendre finalement en charge sa propre carrière. Donc la thèse de ce livre, c'est de dire finalement la marque employeur, il faut l'inventer autrement, parce que les organisations sont en train d'être bouleversées. Avec un point particulier, j'aimerais vous entendre parce que c'est passionnant, c'est que non seulement les managers ont à gérer des salariés, mais ils ont de plus en plus à gérer des indépendants. Alors oui, c'est une des originalités du livre, il y en a encore une autre. Et je reviens quand même là-dessus, c'est l'idée de se dire qu'aujourd'hui, la marque employeur, c'est quoi ? C'est l'image que l'entreprise va véhiculer sur son marché. Et sur tout son marché. Évidemment, sur le marché de l'emploi, donc auprès de ses candidats, mais aussi dans son marché interne, auprès de ses collaborateurs, mais aussi auprès de ses clients et de ses prospects. Et évidemment auprès de ses prestataires et de ses fournisseurs, et notamment de ses indépendants. Donc ça, c'est la première grande idée, c'est que vous dites que la marque employeur ne sert pas uniquement à créer du bien-être au sein de l'entreprise ou à attirer les talents, c'est aussi de la communication plus large finalement. Clairement. Alors, la thèse concernant le bien-être, nous, ce qu'on prône dans l'entreprise... Vous dites bien-être, vous, c'est votre mot ? Moi, je dis être bien. D'accord, oui, dans l'entreprise. Okay. Le bien-être, c'est un concept, en fait. C'est presque une idéologie. Être bien dans une entreprise, c'est un objectif. Tous les salariés, tous les collaborateurs doivent être bien dans leur entreprise. On connaît personne qui va dans une entreprise pour dire j'y vais pour être mal, quoi. Exactement. Oui. Si ce n'est qu'il y a des entreprises qui proposent des conditions de travail où les collaborateurs ne peuvent pas être bien. D'accord ? Le bien-être, c'est une question qui est personnelle et qui est intime. Et être bien, ça veut dire mon environnement, ça veut dire... Exactement. C'est, est-ce que s'il fait moins 10 dans mon bureau parce qu'il n'y a pas de chauffage, il y a des entreprises pour lesquelles ça existe, bon là, on voit bien qu'il y a un problème. On voit bien qu'on ne peut pas être bien, qu'on ne peut pas être performant. L'idée derrière, c'est toujours aussi la performance. C'est-à-dire comment créer un environnement de travail qui permette aux salariés de s'épanouir, de bien collaborer ensemble, évidemment d'être performants. Vous parliez des indépendants. Oui, ça c'est quand même une révolution quand même. C'est une révolution, bien sûr. Et c'est quelque chose, honnêtement,
qu'on ne perçoit pas encore suffisamment dans les entreprises. Aujourd'hui, il y a des entreprises où plus de la moitié des effectifs sont des indépendants. On le sait, il y a des secteurs d'activité qui sont plus touchés que d'autres, mais ça arrive. Si on suit le modèle... C'est la tech, c'est quoi? C'est la tech? La tech, oui, évidemment, bien sûr. C'est classique. Oui. Et il y a d'autres secteurs qui commencent à être gagnés par l'indépendance? Plutôt des domaines d'activité. On commence à externaliser les choses, mais avec des prestataires, des entre guillemets petits prestataires, c'est-à-dire des freelances, des indépendants. Aujourd'hui, on n'externalise plus forcément avec des sociétés, on va externaliser avec des consultants indépendants. C'est très nouveau. Ça vient d'où? Ça vient directement du statut auto-entrepreneur. Évidemment. Qui a complètement libéralisé le travail et le travail indépendant. Et si on suit le modèle américain, d'ici 5, 10, 15 ans, clairement, il y a peut-être 35%, voire davantage encore d'indépendants sur le marché. Mais si je vais au bout de votre logique, ça veut dire que le monde du travail se dérégule, mais qu'on est resté finalement avec un code du travail du XXe siècle, avec des règles de lien de subordination, et que le manager, il doit gérer à la fois des salariés et des indépendants. Mais pour l'indépendant, pour rester dans la thèse de votre livre, quelque part, la marque employeur, il s'en fiche, lui, dans une relation de client. L'indépendant s'en fiche de la marque employeur? C'est une question. Alors, je sens que je vais me faire tirer les oreilles. Oh là là. Je vais vous retourner la question. Est-ce qu'à votre avis, l'entreprise s'en fiche de ce que peut dire l'indépendant sur son entreprise? Sûrement pas. Parce que c'est ça, la marque employeur. Bien sûr. La marque employeur, c'est pas comment est-ce que l'indépendant vit la relation, c'est comment il va la communiquer à l'extérieur. Vous savez, moi je suis comme Christelle Defoucault, qui est une influenceuse sur LinkedIn, Top Voice d'ailleurs, je le dis, 2022, donc elle fait vraiment partie... C'est une figure de LinkedIn. Tout à fait, depuis de très nombreuses années. Aujourd'hui, les indépendants sont très très présents sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, mais aussi sur Insta et aussi sur Facebook. Se dire que la communication aujourd'hui, elle échappe totalement aux entreprises aujourd'hui. Certaines personnes estiment que 80% de la communication des entreprises leur échappe parfaitement. Parce que c'est les ambassadeurs qui disent mal les choses. Ce sont les ambassadeurs. Ces ambassadeurs, on croit que ce sont que les collaborateurs, mais ce ne sont pas du tout que les collaborateurs. C'est les clients, bien ce entendu. sont évidemment les clients, évidemment les anciens candidats, évidemment les anciens collaborateurs, mais aussi tous les indépendants qui ont pris le sujet des réseaux sociaux, parfois bien plus encore que les salariés, qui sont très présents et qui peuvent, eux, communiquer. À titre personnel, je communique énormément sur un client historique à moi que j'adore. Voilà, avec lequel je ne suis plus en relation parce qu'il se trouve qu'on a... Vous communiquez en bien, enfin je vois sourire. Je communique en bien. Vous l'aimez toujours. Je communique en bien et je l'aime important. toujours et je le soutiens et c'est important pour lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces indépendants qui sont parfois des anciens collaborateurs, d'où l'idée aussi de bien se quitter. On en arrive au offboarding. On en arrive évidemment. Le bon traitement de la séparation. Le bon traitement de la séparation à deux égards. Un, déjà d'un point de vue humain. On va déjà se dire ça. La marque employeur, c'est pas non plus qu'un concept pour récolter du business. C'est aussi à un moment donné se dire comment est-ce que moi je peux être une entreprise responsable. C'est du bon sens humain, quoi. On traite bien les gens, même quand on se sépare. On va essayer. C'est comme dans un divorce. Il faut essayer de faire en sorte que les choses se passent bien. Voilà. Pourquoi est-ce que ça se passe pas toujours bien? Dans une relation de travail, c'est comme dans une relation personnelle, vous le dites très bien, vous parlez de divorce, c'est un peu ça. Il y a énormément d'émotionnel, y compris au niveau professionnel. Évidemment. Et l'émotionnel, il est aussi bien du côté du collaborateur que du côté du manager, ce qu'on a tendance à vraiment négliger, que du côté des ressources humaines, qu'on ignore parfaitement. Sachez que... Ça, c'est l'ancienne DRH qui parle. C'est bien sûr. C'est... très difficile humainement de gérer le départ de quelqu'un et on n'a pas le droit de se plaindre en tant qu'RH quand on le fait. Parce que celui qui vit le départ, c'est l'autre. Et pourtant, il y a une réalité qui est une réalité émotionnelle. C'est très difficile de faire souffrir quelqu'un. Évidemment, et surtout de lui annoncer que c'est terminé. Bien sûr. Parce qu'il y a un caractère déceptif, émotionnel, douloureux. Et c'est très difficile d'accepter qu'il s'en aille. C'est-à-dire que c'est pas seulement... C'est souvent un crève-cœur. Aujourd'hui, c'est plus seulement... demander à quelqu'un de quitter l'entreprise, c'est aussi accepter qu'il parte. Et là, il y a une phase émotionnelle, il faut le dire. Bien sûr. On se sent trahi en tant qu'employeur. Les managers qui se sont énormément investis auprès de leurs collaborateurs pour développer leurs compétences, etc. Mais ils n'ont pas du tout envie de les voir partir ailleurs. Florence, quand même, ça aurait dû être d'ailleurs ma première question, mais 3 actrices qui connaissent parfaitement cet univers, qui sont des spécialistes, on vient de les citer. Destiné à qui ce livre?
sur quel diagnostic vous vous êtes dit toutes les trois autour d'un verre, il faut impérativement l'écrire ce livre, parce que vous aviez une cible, vous saviez à qui vous parliez. Alors on a une cible, la cible elle est quand même extrêmement large. C'est évidemment les RH, évidemment les managers, évidemment les dirigeants d'entreprise, mais en fait on s'est rendu compte au fur et à mesure où on avançait dans l'écriture du livre que ça sert à tous les collaborateurs. À savoir aussi qu'est-ce qui se passe finalement dans les coulisses des entreprises. Bien sûr. Parce qu'il y a énormément de questions au niveau RH, au niveau managérial que les collaborateurs ignorent parfaitement et qui sont des questions qui sont parfois très difficiles à aborder pour les entreprises et il est bien difficile de trouver des réponses. Quand on parle de gestion de carrière, par exemple, les collaborateurs voient la gestion de carrière d'un point de vue individuel, de leur point de vue personnel. Ils ont bien raison. Normal. D'accord, mais il y a vraiment des coulisses. C'est vraiment un casse-tête. C'est vraiment d'une complexité infinie, la gestion de carrière pour les entreprises. En conclusion, votre livre nous éclaire aussi sur le fait que l'entreprise, elle n'a plus le choix que de se transformer. Sinon, elle perdra ses collaborateurs ou elle n'arrivera pas à recruter. Les deux sont intimement liés. En fait, l'idée aujourd'hui, c'est que si on veut exister sur le marché de l'emploi, c'est-à-dire en tant qu'entreprise, nous, on appelle ça un employeur de marque. Eh bien, évidemment, il va falloir développer une belle marque employeur. Et il va falloir communiquer. Ça va être le seul moyen d'attirer. Moi, je crois... Vous avez bien inversé, hein, être bien, bien-être, employeur de marque, c'est intéressant. Employeur marquant aussi. Et l'employeur marquant peut l'être positivement ou négativement. Ce que je crois véritablement, c'est que le prochain marché le plus concurrentiel dans les 10 prochaines années, c'est le marché de la compétence. C'est ça qui va distinguer et qui va permettre aux entreprises de se distinguer et de rester compétentes. Et pourquoi ? Parce que les entreprises, d'un point de vue économique, ont impérativement besoin de s'adapter. Et on ne peut pas s'adapter si on n'a pas les compétences, soit en interne, soit les ressources en externe. Merci en tout cas d'être venu nous éclairer sur tous les axes forts de ce livre, sans l'avoir spoilé, pour dire comme les jeunes. Non, c'est pas spoilé. 7 leviers pour renforcer votre pouvoir d'attraction. Christelle Defoucault, Florence Marty, Laurence Tétrel, je l'ai bien dit. Je l'ai bien dit. Et c'est aux éditions Erol avec cette belle couverture que vous venez de découvrir. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. Et bon vent. Votre livre est sorti le 27 janvier dernier. Il est sorti le 27. Et si je peux me permettre, allez-y. On a aussi une conférence avec Christelle Defoucault pour toutes les entreprises qui veulent être des employeurs de marque. Elle est où ? Qui s'appelle Marque Employeur, même pas peur. Bon. Et ça, va falloir nous contacter. Allez donc sur LinkedIn, vous savez de quoi on parle. C'est votre réseau à vous, les chefs d'entreprise. Merci à vous. Merci à très bientôt. On fait une courte pause et on va accueillir les experts de Smart Job. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. D'un côté, la productivité, vous avez vu, qui baisse. Mais le marché de l'emploi est très dynamique. On va essayer d'en savoir plus. On va s'intéresser aux indépendants, avec un projet de loi qui va être voté et qui va permettre d'offrir un statut plus protégé. Et puis on s'intéressera à la marque employeur dans la fonction publique. Oui, la fonction publique se met à faire comme les grandes entreprises. Et oui, évidemment, ça fait écho à votre livre, Florence Marty. On fait une courte pause et on se retrouve juste après. Le cercle RH, notre débat et les experts de Smart Job pour balayer un certain nombre de sujets passionnants. Moins de chômage, alors ça on l'a dit et répété parce que les chiffres sont très très bons évidemment, il y a une dynamique, mais est arrivé des études sur la baisse de la productivité étudiée par les économistes. Alors que se passe-t-il ? Est-ce que c'est l'effet télétravail qui aurait... On va en parler avec nos invités. On va s'intéresser aux indépendants parce qu'ils prennent de plus en plus de place et leur statut va être protégé par un projet de loi, on va en parler évidemment. Et puis ça c'est à la fin de l'émission, on s'intéressera à la marque employeur. Oui, la fonction publique s'y met. Comme les entreprises, ils veulent attirer des talents, ils n'y arrivent pas, alors ils font une marque employeur. Ça, c'est Amélie de Montchalin, la ministre en charge de la fonction publique, qui y va avec des campagnes, avec des éléments. Et ça, c'est très intéressant et ça dit beaucoup de choses, finalement, de cette petite révolution, peut-être, dans la fonction publique. Marine Balançard est avec nous. Bonjour Marine. Bonjour. Ravie de vous accueillir. Vous êtes une des expertes de Smart Job, directrice générale du cabinet Ariséal. Merci d'être là. Pierre Guillet est avec vous. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes le CEO, donc le PDG, on peut dire ? Oui. Président. Le président d'Esion, membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et vous étiez venu nous parler de vos actions, notamment auprès de détenus qui travaillent pour votre entreprise. On en avait parlé sur ce plateau. Et puis Cédric Pironneau est avec nous. Bonjour Cédric, bonjour. Directeur général de SPV Assurance avec un S. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vous avez vu que le chômage baissait, on va voir les chiffres.
un chômage. On n'est pas encore au plein emploi, mais les chiffres sont très très bons, évidemment. Sauf qu'au même moment, on découvre eh bien, que la productivité est beaucoup moins bonne qu'imaginé. Est-ce qu'il faut y voir un effet télétravail? D'abord, vous les validez? Commençons par Cédric, parce que c'est l'assurance. Vous observez ces chiffres de productivité dans le tertiaire, j'imagine. Vous l'avez constaté, vous, qu'il y avait une petite baisse de productivité? Alors, la productivité en elle-même, non. En revanche, l'arrêt de travail, oui. C'est-à-dire qu'on a vu un arrêt de travail qui a explosé. Les arrêts de travail, on va chez le médecin et on s'arrête. Oui. D'accord. Ouais. Ça, 2021 a été une année noire. Comme on a un rattrapage des frais de santé. On a moins consommé en 2020. Évidemment, on était confinés. 2021, en revanche. Et on se fait plaisir, on va chez le médecin. Je ne sais pas si on se fait plaisir, mais en tout cas, on se soigne plus. Je mets des guillemets. Voilà, on met des guillemets. Et en tout cas, la consommation médicale monte. Mais la productivité, juste, c'est intéressant parce que vous avez des personnels qui travaillent sur des dossiers. Donc vous pouvez la mesurer, cette productivité, sur les délais, la manière dont on... Est-ce que vous avez vu des baisses par rapport aux chiffres indiqués qui seraient de moins 2 points? Chez SPV, non. Je dois dire que non. Alors après, en plus, bon, je trouve que c'est un élément, enfin, c'est difficile à mesurer. En tout cas, chez nous, on n'a pas d'élément de critères précis de dire est-ce qu'elle baisse, est-ce qu'elle monte. Voilà, donc là-dessus, je serai un peu mesuré. Pierre Guillet, alors bon, c'est pour ça que je précisais aussi vos activités un peu particulières, avec des produits particuliers qui sont confectionnés en partie dans des centres de détention. Alors c'est compliqué de poser la question parce que le télétravail, de fait, les personnes qui travaillent sur vos produits sont loin puisque vous allez les visiter en prison. Mais cette question on augmente, le chômage baisse d'une manière considérable, il y a une reprise économique incroyable, mais au même moment, paf, ce chiffre tombe. Ah, mais en revanche, la productivité est moins bonne. Ça vous surprend parce qu'en même temps, peut-être qu'on l'a fait sur des durées plus longues. Si on le prend sur une journée de travail en télétravail, au lieu de travailler en 8 heures, on travaille en 11 heures, on est chez soi, on n'a pas les temps de transport. Est-ce qu'on ne peut pas le mettre sous cet angle-là aussi, le sujet ? Moi, je pense que ce sont des chiffres globaux et qu'il convient plutôt d'essayer d'analyser par type d'activité et par type d'entreprise. On parle de mon histoire et de mon aventure en prison. Avec Jésus, il faut le rappeler. Avec Jésus, oui. Et là, par exemple, la justice a décidé de fermer l'établissement dans lequel j'ai mon atelier pendant 1 mois. Comme ça, du jour au lendemain. Donc là, on est privé de ressources, donc la productivité, il n'y en a plus. Pour quelle raison d'ailleurs ? Parce qu'il y avait quelques cas de Covid, il fallait tester tout le monde. Voilà. Et l'administration ne pouvait pas se permettre de le faire ? Si, mais pour le faire, ils ont arrêté l'activité. Donc nous, on est dans l'économie de marché, on a des cycles, on a des commandes à honorer. Vous êtes impacté directement par une baisse de productivité. Donc ça, c'est un cas concret, mais peut-être un peu isolé. À côté de cela, moi, je pense qu'il y a une donnée qui est intéressante, c'est quand même tout l'argent que l'État a mis dans l'économie pour soutenir des emplois qui sont aujourd'hui encore là et qui seraient peut-être pas là si on n'avait pas mis tout cet argent. C'est le quoi qu'il en coûte. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont fragiles, soutenues, un peu sous perfusion. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je pense qu'il faut être méfiant sur ces chiffres très globaux qui veulent pas... Oui, il faut vraiment analyser ça, à mon avis, très, très... Je mets les pieds dans le plat parce que certains mauvais esprits vont dire mais vous voyez bien, on avait raison. On a fait baisser le chômage, le quoi qu'il en coûte, c'est la politique du gouvernement qui a permis de sauver ces emplois et même de relancer l'économie. Mais en fait, c'est le télétravail qui montre que les salariés ne sont pas productifs ou pas assez productifs. Est-ce que vous y voyez comme ça un petit peu cette espèce de main invisible de ceux qui voudraient dire le télétravail, attendez, hop, on revient dans l'entreprise ? Ce qu'on entend de la part des managers, c'est qu'ils ne savent pas si le télétravail permet plus de productivité ou moins. Ce qu'ils savent, c'est qu'ils passent leur vie en réunion et qu'ils passent de réunion en réunion qui sont organisées pour prévoir d'autres réunions. Donc il y a quand même un doute sur la productivité. Si on prend un peu de recul, il semble que la productivité en France décline depuis de nombreuses années parce que les salariés ne sont pas assez formés. Parce qu'ils ont des compétences caduques. Donc moi, ça m'arrange, j'ai une entreprise de formation, et qu'ils ne se forment pas assez tout au long de leur vie. Et par ailleurs, la France était en retard dans sa mutation numérique. Donc là, peut-être que la crise du Covid a aidé les entreprises, et a certainement aidé les entreprises à accélérer. Attendez, juste, vous faites un lien entre la transformation digitale et numérique, on est en plein dedans, parce que ça accélère, et la productivité. C'est-à-dire que le numérique est une clé d'amélioration. Non, mais ça fait, mais la France a une productivité inférieure à la moyenne de celle de l'OCDE. Alors qu'auparavant, on était un très bon élève en termes de productivité. Et donc, ça fait longtemps que... En fait, la crise du Covid ne fait que rajouter ou d'éclairer des problèmes qui datent d'il y a bien plus longtemps. En revanche, je pense que le numérique et le télétravail
a permis quand même un bien-être supérieur, parce qu'à la fois, on n'a plus les temps de transport, en tout cas, on ne les a pas tous les jours, donc c'est quand même une amélioration de qualité de vie évidente. Oui. En même temps, on est content de retourner au boulot parce qu'on voit ses collègues, on voit les autres, on a envie de déjeuner avec eux, prendre un café. Et donc, je pense que cet équilibre vie-travail, vie individuelle, il est quand même il est positif. Je m'autorise, on l'entend beaucoup sur ce plateau, on fait chaque jour une émission, et on entend ce discours finalement du bien-être, de l'idée de l'hybridation. Ça, je dirais, c'est la version sociologique, puis il y a quand même la réalité de l'entreprise, c'est que l'entreprise, elle doit dégager de la richesse, au-delà du fait que le salarié soit content de prendre un café et de voir son collègue. Enfin, je me fais un peu abrupte, mais bien sûr, ça sert à quoi une entreprise? Vous voyez, ça revient à poser cette question. Hein. Mais l'innovation, l'innovation, ça vient également améliorer la productivité. Et si les gens ne sont jamais ensemble dans les entreprises, ce qui est un peu le cas en ce moment, je ne vois pas comment on va innover et créer de la richesse et donc financer toute la protection sociale. C'est pas pour faire la vieille France du XXe siècle. Mais je vous rejoins complètement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises. On parle de la désindustrialisation de la France. Aujourd'hui, toutes les entreprises industrielles... On dit l'inverse, on parle de la réindustrialisation. Oui, on aimerait. Enfin, je m'autorise. Non, on aimerait, mais on n'est pas forcément sur le chemin. Et aujourd'hui, quand on voit les problèmes sur les semi-conducteurs, par exemple, dont moi je pâtis, parce que c'est un des composants que je source pour pouvoir fabriquer. Appareil de détection incendie, c'est ça, le gaz, hein? Oui, alors détection de gaz et identification des véhicules aussi. Voilà. Et donc le souci, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises industrielles ne peuvent pas recourir au télétravail. On a besoin d'être en atelier, on a besoin de fabriquer, on a besoin même, mes développeurs, ils interagissent avec des équipements, donc ils ont besoin de faire fonctionner des équipements qu'ils ne peuvent pas avoir chez eux. Mais d'ailleurs, juste d'un mot, parce que là, on a l'assurance en télétravail, parce qu'on comprend qu'on peut aussi... Mais là, c'est une évidence, hein, ce sont des métiers qu'on peut télétravailler, mais est-ce qu'on n'est pas arrivé finalement à un cycle dans lequel on va rentrer doucement entre les cols blancs télétravailleurs, une sorte de lutte des classes entre ceux qui ont le privilège de télétravailler, et puis ceux qui sont dans l'industrie et qui sont obligés d'aller au travail tous les jours. Alors attention, il n'y a pas que les cols blancs dans les boîtes de service. Hein. Il y a aussi... Il y a des cols bleus ? Oui, je veux dire, il y a aussi des gens qui sont des opérateurs. Non, mais ceux-là, on peut les faire télétravailler. Bien sûr. C'est ça que je voulais dire. C'est l'avantage des boîtes de service, c'est évident. Et oui, vous voyez, pour clore peut-être la page, mais moins de productivité, puis en même temps des tensions internes dans des entreprises où des gens vont dire, mais attendez, on les voit plus dans l'entreprise, et puis nous, on est là. Enfin, je sais pas, vous en pensez quoi ? Il y a des reproches, effectivement, de managers ou de collaborateurs qu'on ne voit plus dans les entreprises. Leurs pairs leurs reproches, effectivement. Alors parfois, les gens sont simplement fragiles et c'est assez délicat, effectivement. Des tensions. Vous qui êtes dans l'industrie, vous êtes donc au sein des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, mais quel est le point de vue? Parce que vous avez aussi du tertiaire dans l'organisation, il n'y a pas que des industries. Non. Qu'est-ce que vous dites sur cette question-là? Vous dites, sur le télétravail, on pousse, on accélère notre organisation, ou vous dites, restons prudents, chacun fait bien ce qu'il veut chez lui? Nous, on prône la liberté d'action de l'entrepreneur et on défend le fait que l'entrepreneur est assez grand pour savoir ce qu'il a à faire pour développer son business et que l'État n'a pas à s'occuper de ces choses-là. Voilà. C'est ça qu'on défend. Et aujourd'hui, il y a une variété d'entreprises aux EDC qui fait qu'il y a des entreprises qui peuvent et qui font et qui recourent au télétravail avec bonheur. Cyril de Kéral qui vient régulièrement ici le dit. De la tech. De la tech, dans le logiciel. Nous aussi, on est dans la tech, mais dans la tech technique avec des produits. Donc c'est un petit peu différent et on a besoin de manipuler. Donc on a besoin d'être ensemble. On peut pas autant recourir à ça. Pour fermer notre page sur ce débat qui ne fait que commencer, puisqu'en fait ce sont un économiste qui a lancé cette polémique, mais l'OFCE dit que ce n'est pas tout à fait juste sur la productivité, il faut recalculer cette productivité non plus par tête, mais sur le global. Enfin, il y a tout un débat d'experts. Donc ce débat ne fait que commencer. Mais juste pour clore entre vous deux, si d'aventure il y avait un début de débat, vous dites quand même, Marine, que le télétravail a eu un impact. Enfin, c'est le retour que vous avez, en tout cas. C'est ce que j'entend partout. D'accord. Il y a un gros doute sur la productivité. Et nous, chaque fois qu'on observe du télétravail à haute dose, il semble qu'il y ait moins de productivité. Voilà, c'est le ressenti des managers. Non, parce qu'il y a des études, on a eu la NDRH, il y a quelques experts qui sont venus nous dire tout va bien, roulez, on y va. Donc tout le monde ne partage pas la même opinion. Je rejoins cette position. Il y a un doute. Il y a un doute, mais dans les deux sens. On avance. Oui, on avance. Après, ce qui est évident, c'est que si c'est à outrance, bien sûr que ça ne marche pas. C'est-à-dire que si vous passez votre vie dans votre salon, et à un moment donné, il y a une démotivation, il y a une perte de lien, il y a plein de choses. Ce qu'il faut maintenant, c'est revenir au milieu, c'est que le balancier revienne et qu'on trouve le bon équilibre. Et après, je rejoins, c'est que ça dépend des entreprises, des secteurs, de l'activité. Voilà, c'est une alchimie qu'il faut arriver à faire de façon intelligente.
Rebond quand même, rappelons les chiffres du rebond. Avec ces chiffres, on les a. 650 000 créations d'emplois dans le secteur privé, c'est incroyable. Plus les 740 000 alternances signées, on est dans une dynamique très forte, eu égard aux mauvais résultats de la... Non, alors là, je vois tous dodeliner de la tête. Non. Ils vous plaisent pas, mes chiffres ? Les chiffres sont beaux, mais il faut aller dans le détail. Ils sont globaux. Voilà, ils sont globaux, et puis il y a beaucoup d'intérim. Il y a une flambée de l'intérim pour remplacer les absents qui ne sont pas forcément malades, mais qui gardent leurs enfants. Enfin, il y a une désorganisation complète des entreprises. Donc c'est pas aussi lisse que le chiffre. Vous êtes d'accord, Pierre ? Complètement. C'est ça. Il faut reprendre secteur par secteur, notamment dans les transports. Mais il y a quand même une dynamique. Il y a une dynamique. Il y a une dynamique. Vous êtes enfin, moi, en tout cas, je ressens une dynamique. Vous ressentez une dynamique. Ouais. Non, mais c'est intéressant d'avoir des points de vue croisés. Tournons la page, les indépendants. Tiens, on en a parlé dans le livre de Smart Job. Une des thèses de ce livre qu'on a évoqué tout à l'heure sur les 7 leviers pour renforcer le pouvoir d'attraction, c'était si on va comme aux États-Unis, on va avoir de plus en plus d'indépendants, c'est-à-dire des salariés qui seront indépendants. Et donc, il faut repenser le modèle. Là, il y a un projet de loi qui va être voté. Alors, c'est Macron qui en avait parlé il y a fort longtemps. Il va être voté définitivement à l'Assemblée. Renforcement du statut, protection des biens personnels de l'indépendant, un certain nombre de points très précis sur le phénomène des indépendants. Vous le constatez aussi, vous voyez aussi que les entreprises, mais aussi les salariés finalement, s'y retrouvent dans ce nouveau statut. Ou pas ? Parce que la majorité, c'est quand même aujourd'hui des salariats. Il y a deux possibilités. Soit les gens en ont marre des entreprises, en ont assez d'être salariés, d'avoir des chefs, et ils deviennent indépendants. C'est ça. Prendre des missions. Voilà. Soit il y a une précarisation des emplois. Les entreprises préfèrent sous-traiter que d'embaucher. Et là, les gens sont indépendants parce qu'ils sont obligés d'être indépendants. Une forme de précarité dans ce cas de figure-là. Voilà, les cadres sont licenciés à 50 ans, voilà, ils deviennent indépendants. Et ils font des missions de prestation pour l'entreprise. Voilà, et puis c'est... Ça, c'est quand même un changement, quand même. Ah oui, c'est un changement de modèle. Hein. Vous en pensez quoi, Pierre ? Moi, je suis un tout petit peu dissonant. Moi, je voudrais être positif sur cette mesure. Je pense la loi est bonne, hein. Elle est plutôt saluée. Moi, je pense que c'est bien. Le projet de loi. Elle n'est pas financée. Elle n'est pas financée, c'est vrai. Il y a un débat sur le financement, notamment sur l'assurance chômage. Les indépendants ne cotisent pas. Ouais. Enfin, il faut quand même préciser, Marine, pour ceux qui nous regardent, on a fait l'émission cette semaine, que ce sera un forfait d'assurance chômage qui ne correspondra pas au quota qu'a un salarié lorsqu'il quitte son emploi. On est bien d'accord. Hein, de toute façon, aujourd'hui, ils n'ont quasiment rien. Ils n'ont rien. Donc, ils auront 800 euros, pour le dire simplement, à peu près 800 euros. Si la loi est votée en l'état. Quand on est chef d'entreprise, on n'a pas grand-chose. Hein. Vous avez rien. Enfin, à moins d'avoir cotisé. Donc aujourd'hui, je pense que l'indépendance, c'est intéressant pour les jeunes, parce que ça leur permet de rentrer dans l'entrepreneuriat et de se lancer dans une activité pour éventuellement après créer des emplois. Donc ça, je pense que c'est bien. Moi, j'ai 3 de mes enfants qui sont étudiants, ils sont tous les 3 auto-entrepreneurs pendant leurs études. Et ça développe chez eux une vraie envie de passer à l'action. Et ça, je trouve que c'est positif. Je pense aussi que certains... C'est l'esprit d'entreprise, Pierre. C'est ça l'idée, quoi. Exactement. Ouais. J'ai certains de mes collaborateurs qui avaient des compétences particulières et dont on n'avait pas nécessairement besoin tout le temps, qui travaillent aujourd'hui un petit peu, quelques heures, quelques jours par semaine pour nous, et qui travaillent aussi à côté. Et donc, quand ils travaillent pour nous, ils sont indépendants. Et en ça c'est la version positive, en fait, de voilà, c'est pour ça que j'ai dit que je voulais essayer d'éclairer la version positive du sujet. Et le fait de séparer le patrimoine privé, le patrimoine professionnel, c'est une très bonne chose pour ceux qui se lancent là-dedans. Je pense qu'aujourd'hui, en France, on n'a pas assez d'entrepreneurs. Donc ça va dans le bon sens. Effectivement, après, avec des excès, et peut-être justement sur les plus seniors, des aventures entrepreneuriales qui succèdent à un licenciement, par exemple. Non, mais c'est ce que dit Marine. Il y a quand même effectivement derrière. Bon, alors on va s'arranger. Tu quittes ton poste qui nous coûte trop cher, mais par contre on te garde en indépendant. C'est pas bon. Et tu feras des missions et tu paieras tes charges, grosso modo. Il faut déjà distinguer auto-entrepreneur et indépendant. Il y a quand même 2 populations. Indépendant, c'est très large. C'est très large. 3,8 millions de personnes. À peu près 50% qui sont auto-entrepreneurs, donc c'est souvent dans un cumul d'activités. Dont 1 million n'ont pas de revenus. Voilà, et les autres 50% qui sont des vrais indépendants, artisans, commerçants, professions libérales. Nous, c'est un secteur qu'on assure beaucoup, donc qu'on les connaît bien. L'auto-entrepreneur, c'est un petit peu différent, et c'est souvent le cumul. Mais après, je vous rejoins, c'est que c'est pareil, c'est dans la dynamique d'activité. C'est que je crée une activité, je me lance. Mais juste sur la philosophie d'une société, notre modèle social, depuis 1945, est bâti sur le salariat, globalement, sur le CDI, qui est le contrat maître, qui permet d'aller avoir un emprunt à la banque, et ainsi de suite, ce qui n'est
aujourd'hui pas encore le cas pour les indépendants. Mais est-ce qu'on est en train de changer de modèle? Est-ce que l'entreprise se dit à partout, je vais avoir un tronc commun de collaborateurs au siège, puis je vais essayer d'externaliser encore plus? Est-ce que c'est une réflexion que vous menez ou vous dites, nous on a besoin de CDI, de gens liés à l'entreprise? Enfin, moi, on est plutôt dans une logique d'intégration et des personnes et des compétences. Donc plutôt le salariat. Mais après, moi, je ne suis pas figé sur un modèle. C'est-à-dire que si après, il faut collaborer avec des indépendants parce qu'il y a une compétence, parce qu'il y a quelque chose en plus, pourquoi pas? C'est pas un sujet, en fait. Ça reste assez compliqué pour le manager, parce que s'il doit à la fois gérer une équipe de salariés et qu'en plus, il doit aussi gérer les indépendants, c'est plus le même droit qui s'applique. Hein. L'indépendant, il vient quand il veut. C'est ce que fait un DSI tous les jours avec des prestataires dans l'équipe. Oui, c'est vrai. Mais ça, on le connaît dans la tech, on le connaît dans les SS2I, où effectivement le type s'intègre. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un élargissement de l'indépendant un peu partout, quoi. Oui, c'est vrai. Les grandes entreprises, maintenant, ont plus recours aux indépendants, ce qui d'ailleurs questionne leur politique d'achat, parce qu'avant, c'était quasiment impossible de contracter avec une très grande entreprise, tellement il fallait de critères. Là, ils sont obligés de rabaisser leurs critères pour s'ouvrir. Comment vous l'expliquez, ça, Marine Balançard? Parce que certaines compétences sont assez rares, donc les indépendants ont l'air de se former beaucoup plus et d'avoir une espèce de veille technologique et d'auto-formation permanente pour être au top. Et quand on est salarié dans une entreprise, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas prendre une journée à ne pas travailler pour se former. Vous voulez dire qu'on s'endort un peu sur ses lauriers, finalement, le confort, la sécurité de l'emploi, je sais pas, Non, c'est que voilà, les indépendants gèrent par définition leur temps et donc ils ont cette capacité à se former, à rester au top du marché plus qu'en entreprise. Donc tentant pour les grandes entreprises de s'appuyer sur les fameux talents qui n'arrivent pas à recruter finalement. Exactement. Tournons-nous quand même vers l'autre sujet parce qu'il nous reste peu de temps et je ne voulais pas qu'on le manque celui-là, qui est quand même la fonction publique se lance dans la marque employeur. Alors il y a tout un processus de communication. Et je vous pose la question abrupte, c'est la ministre Montchalin qui lance ce processus. On est dans la com de campagne présidentielle ou est-ce qu'il y a quand même à l'intérieur de cette fonction publique qui est très diverse une réflexion sur il faut impérativement faire notre évolution, sinon ça ne marche pas. Comment vous regardez ça? Vous applaudissez, vous dites tiens, après tout, la fonction publique, elle se met à faire comme les grands groupes, pas bête? L'État est un employeur, donc à partir du moment où il est l'employeur, il doit se vendre aussi pour attirer des gens. Après, un peu poussiéreux dans sa manière d'attirer les talents quand même. Justement, c'est donc un dépoussiérage, une communication qui se lance. Mais après, la vraie question derrière ça, c'est attirer les talents, oui, mais pour ça, il faut une vraie promesse, il faut une carrière, il faut un salaire, il faut des compétences. Et là, il y a une question de fond sur la réforme de l'État et sur la façon de monter la rémunération. On a quand même des vrais... Et aucune autonomie pour celui qui recrute, faut quand même le savoir, puisqu'il rentre en catégorie A, B, C, D, et auquel cas, vous êtes dans une boîte et vous en sortez pas. Vous trouvez ça bien quand même en termes de com, et même de dire on assume le fait qu'il faut se réformer? Parce que c'est ça que ça raconte aussi, non? Mais là, c'est vital pour la fonction publique. Il y a quand même un gros déficit d'image. Ils ont besoin de 100 000 personnes, là. Et comme les entreprises privées, ils sont confrontés à un manque de main-d'œuvre. Moi, je travaille un petit peu, et même pas mal avec eux en formation. Je suis très surprise. On a beaucoup de préjugés sur la fonction publique. D'accord. Ils sont en fait ultra innovants, que ce soit en termes d'organisation, de management. Ils auraient beaucoup de choses à apprendre au privé, parce qu'ils essayent beaucoup. Ils se forment beaucoup. C'est juste. On est souvent très dur avec eux. Voilà, on est très dur avec eux et honnêtement, ils sont très surprenants dans le bon sens du terme et surtout dans l'innovation managériale, organisationnelle. Ouais. Et donc, effectivement, ils ont d'énormes atouts pour attirer les personnes, mais le fait de rentrer, de ne pas être bien payé, de ne progresser qu'à l'ancienneté, que ce soit encore très hiérarchique pour la génération Y et les suivantes, c'est difficile à accepter. Et puis, il n'y a plus tellement de monde qui a envie de passer sa vie dans une organisation, dans la fonction publique. En fait, ça n'attire plus la stabilité de l'emploi. Voilà. Mais je pense qu'ils ont beaucoup à communiquer. Ils communiquent sur l'audace, le sens, l'action. Exact. Et l'audace, c'est pas tellement associé à la fonction publique. Non, parce que eux, c'est associé à Bismarck, comme vous le savez. Voilà, c'est associé à Bismarck. Ah bah oui, l'audace, c'est Bismarck. Mais ils sont assez audacieux. Pour travailler avec eux, ils sont audacieux. Oui, je suis assez d'accord. Il y a des administrations qui innovent, même des collectivités territoriales qui inventent des choses. Ils sont très curieux. Et puis, c'est eux qui changent, justement, pour le changement climatique. Ils travaillent énormément là-dessus. Ils sont oui. Et même dans la relation qu'ils ont avec leurs prestataires et dans les règles qu'ils fixent à leurs prestataires qui sont souvent assez draconiennes. Oui, ils ont intérêt à communiquer parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Pierre Guillet, entrepreneur et dirigeant chrétien.
chef d'entreprise. Vous dites enfin la fonction publique s'y met, parce que c'est vrai qu'elle est souvent brocardée d'une manière un peu caricaturale et rapide, mais d'une manière globale, je dirais, dans son trend un peu macroéconomique, c'est vrai que c'est pas motivant, on n'est pas motivé à y aller. Moi, je pense qu'il y a des domaines dans lesquels l'État excelle, et dans ces domaines-là, ils savent attirer les meilleurs. Dans l'armée, dans la recherche, dans des agences de l'État. J'en connais une au ministère de la Justice. Ils sont souvent des prestataires, Pierre, si je me permets de le dire, mais certains ingénieurs ne sont pas toujours des militaires. Hein. C'est parfois des... Non, c'est vrai, mais je pense que nos forces spéciales sont plutôt des excellentes. Voilà. Et dans un autre domaine, dans la justice, il y a une agence de l'État qui s'appelle l'ATIGIP, qui est une agence qui regroupe des gens convaincus et qui portent vraiment leur sujet. Donc moi, j'en ai rencontré, et là encore, c'est des domaines d'activité. Mais globalement, pour moi, la question du service public, c'est pas la marque employeur, c'est la productivité. C'est le premier sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, et c'est l'efficacité. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des pans d'activité complets de l'administration où il n'y a pas de productivité. On est d'accord. Elle n'est pas mesurée, en fait. Elle n'est pas dans les statistiques dont on parlait tout à l'heure. Je m'autorise à avoir travaillé un tout petit peu sur le sujet, et à certains endroits, dans des régions, dans des départements, il y a des mesures de la productivité et même du taux horaire hebdomadaire, sans citer aucun département. Ouais. Et c'est vrai que certains directeurs généraux des services, quand ils arrivent, découvrent quand même des taux horaires qui sont très très loin des 35 heures. Donc, c'est un sujet intéressant que vous lancez. C'est ce qu'on produit dans son poste de fonctionnaire. Après, parfois avec des manques de moyens effrayants. Enfin, moi, je suis juge au prud'homme, donc conseiller prud'homal, avec un mandat employeur. On remplit des feuilles de temps, parce qu'on est rémunéré 10 € de l'heure. Bon, on remplit des feuilles de temps. C'est peu. C'est peu, mais... C'est un sacerdoce. C'est pas pour l'argent. Voilà, c'est ça. Pas pour l'argent. On remplit des feuilles de temps à la main. Ces feuilles de temps, elles sont ressaisies derrière par les opérateurs. Et revérifiées par quelqu'un. Quelle est la logique à ça? Aucune logique. Le développement informatique d'un outil comme ça, en 1 mois et demi, c'est plié. Donc on voit bien qu'ils travaillent quand même... Enfin, ils n'ont pas Word. Les greffes n'ont pas Word. Hallucinant. Hallucinant. Donc, si vous voulez, c'est dur. Enfin, je connais au ministère des Finances, ils sont très efficaces pour faire le recouvrement de créances. Oui. De ce côté-là, eux, ils sont équipés. Et je pense que ils ont une arme qui est l'URSSAF, qui ne dépend pas très directement, encore que, mais c'est une arme très efficace, l'URSSAF. Hein, ils envoient des très bons mails. Non, mais c'est vrai. Ils ont Word, hein. Mais quand même, sur le fond politique, là, parce qu'il y a quand même l'idée d'assimiler un mot propre à l'entreprise, à la fonction publique, est-ce qu'il n'y a pas un autre débat à ouvrir avant d'ouvrir celui de la marque employeur? C'est de se dire, et si on repensait les endroits stratégiques où on met des fonctionnaires, au lieu de faire rentrer des fonctionnaires, parce qu'en fait, depuis 5 ans, le nombre de fonctionnaires a encore progressé. Hein. Comment on fait ça? Parce que c'est un débat aussi, c'est comme une entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a besoin de 100 collaborateurs. Si elle en prend 200, elle gagne plus sa vie. Enfin, vous voyez, Marine Balançat, où je veux vous emmener? La marque employeur, c'est bien sympathique, mais est-ce que c'est bien ça le fond du débat? Il y a un petit peu un paradoxe à vouloir recruter des fonctionnaires tout en disant qu'il faut dégraisser la fonction publique. Et en même temps, en 25 ans, il y a 3 fois moins de candidats au concours de la fonction publique. Ça marche pas. Le secteur pénitentiaire galère. Les NAM, voilà. Ils recrutent difficilement. Je rejoins à ce qu'on défend aux EDC, c'est la subsidiarité. Aujourd'hui, on est dans un État où l'État veut tout contrôler, tout centraliser en haut, alors que s'il fonctionnait en subsidiarité, c'est-à-dire en descendant le niveau de la décision au plus bas niveau possible, par exemple du citoyen, de l'entreprise ou du maire, ou de l'étage au-dessus pour des décisions un petit peu plus importantes qui concernent une collectivité, eh bien, on aurait forcément plus d'efficacité, certainement moins d'agents de l'État, mais peut-être beaucoup mieux payés. Vous vous rappelez, ça s'appelait dégraisser le mammouth, c'était un ministre d'éducation qui avait sorti cette expression il y a presque 20 ans, mais on en est toujours là au final, puisque en fait ça n'avance pas. Vous êtes dans le privé, enfin, vous voyez bien le système qui se déroule. Ça vous inquiète ou vous dites, comme certains, il faut un État fort, il faut beaucoup de fonctionnaires, parce qu'on a un service public, on a traversé le Covid, et on a été finalement bien content de les trouver, ces fonctionnaires. Non, mais ça n'a aucun sens avec justement la digitalisation du monde, d'avoir autant de personnes, oui, ça n'a aucun sens. La question, c'est de savoir ce qu'on en fait ensuite. Et puis on a quand même un État d'une puissance, alors efficace, hein, mais
parfois quand même un peu pléthorique. Un peu pâteau, ouais. Un peu moins de monde, un peu plus d'efficacité et un peu plus de moyens, à mon avis, on s'y retrouverait. Bon, c'est votre conclusion aussi? Oui. Non, mais on est dans le débat présidentiel, c'est un sujet, vous avez remarqué, on a parlé de plein de choses dans ce débat, peut-être qu'on va y rentrer, mais ça c'est un sujet, alors là il n'y a pas beaucoup de candidats qui s'attellent à ouvrir la boîte. Le millefeuille, le nombre de fonctionnaires, oh là là, on n'en parle pas. En revanche, je vous rejoins, c'est que parler à chaque fois des fonctionnaires en parlant du nombre, moi ça me choque. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a des hommes et des femmes, il y a des talents. Et ça revient au débat de Marine tout à l'heure. Ouais, je suis d'accord. Il y a des initiatives, il se passe plein de choses, il y a beaucoup d'innovations, c'est incontestable. Il y a peut-être un problème de stratégie et de choix, de savoir où on place ces hommes, où on place l'efficacité de l'État finalement. Merci, c'était un vrai plaisir de vous accueillir pour ce débat riche. Merci à Marine Balançard, DG du cabinet Ariséal. Merci à Pierre Guillet, un peu orphelin avec la fermeture. Ça va durer combien de temps votre... Ça y est, c'est rouvert. Ça a été fermé un mois quand même. Donc effectivement, voilà, vous allez voir les chiffres assez nettement de productivité. Vous êtes le CEO d'Esion et membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Merci d'être venu. Merci à Cédric Pironneau. Vous êtes le directeur général de SPV Assurance et donc on l'a appris aujourd'hui, vous êtes juge, non pas consulaire, mais au prud'homme. Conseiller prud'homal. Merci à vous trois. On termine notre émission sur le recrutement avec la célèbre Amélie Favre-Guittet. On parle des surdiplômés, mais attention, il ne s'appuierait pas assez, elle va nous le dire, sur les soft skills. On en parle avec elle. Fenêtre sur l'emploi et on accueille Amélie Favre-Guittet. Elle est à distance aujourd'hui, on la salue, cofondatrice de Talent Management. Bonjour Amélie. Bonjour Arnaud. Aujourd'hui, vous avez essayé de nous parler d'un sujet qui est très peu traité, les surdiplômés. Alors ceux qui évidemment ont les bons diplômes et qui vont bien, mais finalement, ces surdiplômés ne jouent pas sur leurs soft skills. Quoi ? Parce qu'ils sont trop sûrs d'eux. Ils se disent après tout, ça va passer avec mes diplômes, il n'y a aucun problème. Oui et non. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'ils ont vu leurs parents galérer à ne pas avoir les jobs voulus parce qu'ils n'avaient pas les bons diplômes à l'époque et qu'ils se sont dit je ne veux pas connaître la même chose et je vais moi aussi me surdiplômer pour être sûr de m'ouvrir toutes les portes. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a quand même une augmentation des diplômés qui a largement progressé en 10 ans. On a de plus en plus de jeunes Bac+5. Oui, depuis 10 ans, ça a triplé le nombre de jeunes qui sont diplômés Bac+5 et ça fait qu'augmenter d'année en année. Et j'ai justement lancé un sondage aujourd'hui sur LinkedIn pour comprendre pourquoi ils faisaient tous des surdiplômes et beaucoup me disent qu'en fait, ils ont vu leurs parents se faire refuser des promotions parce qu'ils n'avaient pas les bons diplômes ou parce que de temps en temps, ils ont envie de changer de voie et qu'en cours de route, ils disent non, ce diplôme, il n'est pas pour moi. Mais je vais quand même aller jusqu'au bout des choses avant de changer, d'aller vers un autre métier. Il y a une étude intéressante du Britannique Oliver Robinson qui est assez intéressante sur ces jeunes. C'est 7 jeunes sur 10 nés entre 85 et 2005 les connaîtraient pendant 11 mois. C'est-à-dire c'est une période en fait un peu de transition. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, c'est le fameux un peu blues des 25 ans, du quart de siècle, où justement ils se posent plein de questions, ils sont là ils sont sur le point de finir leurs études et ils se posent malgré tout plein de questions. Est-ce que ce métier est fait pour moi? Est-ce que ça a de l'avenir pour moi? Est-ce que ça a du sens? La quête de sens, on n'arrête pas d'en parler depuis plusieurs années. Et cette enquête montre que 7 jeunes sur 10 va être confrontés un peu à ce blues des 25 ans pour savoir un peu qu'est-ce que je vais devenir demain. Pour rester sur notre thème, Amélie, parce qu'ils n'utilisent pas leurs soft skills, je me permets de reposer la question. On a compris qu'ils se surdiplômaient parce qu'ils avaient finalement l'image de leurs parents qui n'avaient pas pu grimper. Ils ont tous les bons diplômes et en même temps, ils ne jouent pas sur leur personnalité. Comment vous l'expliquez? Pourquoi? Parce que très souvent au sein de l'école, on ne leur apprend pas non plus à comment valoriser ce qu'ils ont déjà. Qu'ils voient en dehors, ils voient un petit peu ce côté où on leur demande de plus en plus d'expérience. Ils sont aussi sur des formations qui ne facilitent pas forcément les stages et les expériences. C'est souvent des stages courts, c'est pas forcément des stages en lien avec les diplômes ou les formations ou les métiers qui les intéressent. Certains font de l'alternance, mais tout le monde ne fait pas d'alternance. Et donc effectivement, face à un jeune qui par exemple ferait de l'alternance et aurait déjà 1 an, 2 ans ou 3 ans d'expérience en alternance, un jeune qui sort juste avec 2 mois, 5 mois ou 6
6 mois de stage, eh bien pour beaucoup d'entreprises, ce n'est pas du tout valorisable. Alors, là, on évoquait ces jeunes en surdiplôme, il y a les doubles cursus. Vous qui êtes une recruteuse, Amélie Favre-Guittet, chez Talent Management, ça vous évoque quoi un jeune qui a double cursus, triple cursus, qui a enchaîné les masters, ça peut être lu de 1000 manières par un recruteur. Ça peut être lu de 1000 manières. On peut voir le jeune qui, par exemple, a fait un diplôme complémentaire. Il a fait un diplôme en marketing, suivi d'un diplôme en big data. On sent que justement, il va avoir un potentiel assez énorme dans l'entreprise parce que ses formations sont complémentaires. Donc ça va être plutôt bien vu. Après, on peut avoir le jeune qui a fait un master en histoire et qui derrière fait un master sur totalement autre chose. Je sais pas, je reprends mon big data. Là, on va dire que c'est un jeune qui a démarré peut-être une formation, mais qui s'était pas trop posé la question de son projet pro au moment du bac et qui s'est dit tiens, je vais faire la fac, une fac de lettres, de psycho, de philo, de ce qu'on veut, et qui va se rendre compte que il n'y a pas vraiment de débouché derrière et que il va falloir changer et donc faire un nouveau cursus. Donc ça, c'est un peu problématique, mais j'ai envie de dire, on peut pas en vouloir aux jeunes de ne pas savoir ce qu'ils veulent faire. On se posait les mêmes questions à leur âge. Après le bac, c'est difficile de dire tiens, je vais aller dans telle voie parce que ça va cartonner. On se pose quand même toujours beaucoup de questions. Mais ça pose quand même l'idée de se dire il faut réfléchir, il faut que dans les écoles, dans les collèges et les lycées, on les aide à travailler leurs projets pro et à travailler toujours leurs fameuses soft skills parce que quand ils font des choses à côté de l'école, c'est aussi des choses valorisables et ils oublient souvent de l'indiquer sur leur CV. Pour conclure notre échange, Amélie, qui est passionnant, les soft skills, c'est dans la définition d'un cabinet de recrutement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils doivent développer? Si d'aventure l'école ne les aide pas, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour valoriser tout cela? Comment ils doivent le faire? En fait, c'est toutes les qualités humaines que la personne peut avoir. Donc ça veut dire c'est sa capacité à travailler en équipe. Il a forcément fait des projets tutorés, il a peut-être participé à des hackathons. Vous avez plein de plateformes pour faire des hackathons et justement travailler en équipe, se challenger, devoir gérer un projet dans un temps réduit. Les hackathons, c'est en 48 heures. Peut-être qu'il est bénévole dans une association, que ce soit au sein de son école ou à l'extérieur. Et c'est la même chose. Il doit gérer des projets, il doit aller parler à des gens, il doit peut-être décrocher son téléphone pour faire un peu de prospection. C'est autant de qualité et de savoir-être et de savoir-faire qu'il est en train de développer et qui vont intéresser les entreprises. Donc même si ce n'est pas en lien avec le métier sur lequel il est en train de se former, il est en train de développer des qualités qui vont l'aider à être beaucoup plus performant. Et c'est ça qu'il faut arriver à mettre en avant. Il y a aussi le côté où il faut sensibiliser les entreprises à ça, mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est votre boulot. Avant de nous quitter, quand même, il faut préciser qu'aujourd'hui, le diplôme n'est plus une garantie et ne protège pas du chômage. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une forme de boulimie de diplôme pour peut-être se donner toutes les chances de trouver un job. C'est pas si simple d'être un jeune aujourd'hui et de trouver un emploi. C'est très compliqué d'être un jeune aujourd'hui et de trouver un emploi parce qu'il entend forcément tout et n'importe quoi, tout et son contraire. Donc il se dit qu'en cumulant les diplômes, il va se donner beaucoup plus de chances, alors qu'en fait, c'est pas forcément le cas. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui, même après des bac plus 5 ou avoir fait des expériences dans l'audit, reprennent des CAP boulangerie, pâtisserie parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, leur plaisir et le potentiel et le besoin du marché aussi du travail, il est plutôt dans ces métiers un peu oubliés et un peu dénigrés souvent au collège et au lycée. Ouais, ça, c'est de la faute des parents. Fais ton droit et après, tu pourras faire du théâtre. C'est comme ça que, voilà, ça, c'est l'histoire. C'est une vieille et longue histoire. Merci Amélie Favre-Guittet d'être venue avec nous aujourd'hui en distanciel. Vous êtes la présidente cofondatrice de Talent Management, cabinet de recrutement. Voilà, merci à vous Amélie. L'émission est terminée. C'était un vrai plaisir de partager cette semaine avec vous, semaine de Smart Job. On se retrouve lundi évidemment pour de nouvelles aventures. Je remercie toute l'équipe évidemment. Je remercie Lauriane Bouet à la réalisation. Je remercie Héloïse bien entendu au son. Je remercie Fanny Griesmer qui est ma compagne et qui est dans mon oreille chaque jour. Et puis je remercie Carla pour l'accueil invité. D'ici là, portez-vous bien. Restez fidèles à tous nos programmes et ils sont variés sur Bismart. Bye bye, bon week-end à tous.